La disparition, c'est fondamental chez moi, dans mon travail. Chaque génération est marquée par un temps. Moi, je suis marquée par la chute du mur, dont une des conséquences en Europe les plus brutales et les plus violentes aura été cette guerre de Yougoslavie. Donc ce basculement des deux mondes avec les pays de l'Est, qui étaient une espèce de territoire inaccessible, lointain, autre, et puis le nôtre. Cette fracture-là, elle est pour moi très importante. Quand j'ai entendu parler de ce tremblement de terre très important, je me suis dit il faut que j'aille filmer, il faut que j'aille voir. J'ai dû y retourner 2 années de suite pour filmer parce que la première année, l'ensemble qui correspond à peu près à 80 km² était fermé. Donc c'est seulement la deuxième année qu'on a pu rencontrer ces gens et on avait l'impression que cette année n'était absolument pas passée à la fois dans le paysage et à la fois dans les récits. Les 3 écrans décrivent un récit simultanément. Ils servent juste à montrer une vision extrêmement fragmentée d'une même situation à chaque fois. Le témoin raconte souvent un temps avant que le tremblement arrive, ce qu'il faisait. L'instant T, l'instant où ça se passe, qui pour moi n'est pas un instant bref, il est vraiment proche d'une certaine éternité, ce temps-là, il dure infiniment. Et ensuite, donc ce temps d'après, on peut le revivre par le temps passé à regarder les restes, hein, à regarder les ruines de paysages. Pour que le tremblement de terre existe, il y a eu une espèce d'immense vibration, une espèce de vibration terrible, tellurique. Et ces vibrations à petite échelle sont comme des vibrations sonores, elles sont des vibrations visuelles, elles sont des vibrations de l'image. Donc cet écho-là, c'est celui de l'exposition, c'est celui qui m'a guidée du début jusqu'à la fin. Cette rencontre avec le Japon en 1999 était extraordinairement marquante. Ça a été vraiment une espèce de découverte, d'impossible, de cohabitation entre des choses qui pour moi étaient interdites ici. Et je crois que ce qui se cachait aussi, c'était l'idée que j'allais franchir l'ensemble de ces choses qu'on dit de l'étrange ou de l'étranger pour rendre ce territoire et ces gens familiers, en faire des amis ou en faire des gens si proches de moi que je n'y vois plus de différence. Lorsque Fukushima est arrivé, j'avais en tête les paroles de ce personnage de E qui disait « Jamais je ne revivrai quelque chose d'aussi terrible ». Et je me suis dit que c'était terrible d'avoir inscrit ça dans mon film, alors que, voilà, peu de temps après, ils allaient vivre quelque chose de bien plus terrible, puisque c'est une triple catastrophe. J'avais envie donc de faire cette pièce comme un hommage, une stèle aussi, quelque chose qui fasse que ce lieu enclavé, hein, qui disparaît de la géographie des Japonais, existe quand même. Dès le départ, je savais qu'il y aurait plusieurs sortes de paysages. Il y aurait des paysages que je nomme paysages évocateurs, ou qui portent en eux les traces de la vague, du tsunami. Hein, donc dans ce village de Isanorama, la mer impassible est toujours extrêmement intolérable, je trouve. Et en contre-champ, on a les ruines de la ville qui est toujours habitée, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc ça, c'est un paysage qui parle, qui explique, qui porte en lui la possibilité d'une mémoire. Et je savais que j'avais une autre problématique qui était de montrer une autre forme d'invisibilité, qui est le danger nucléaire. Où là, les traces, finalement, on les voit par les quelques zones qui sont interdites, comme ces jardins d'enfants, qui ne sont plus accessibles parce que trop radioactifs. Donc finalement, j'ai trouvé plus de traces du paysage que je n'imaginais en partant.
Oui, j'ai pas du tout une relation unique aux œuvres. C'est comme une espèce d'éternel chantier. Le catalogue de gestes ne se finit pas. Elle fait la prolongation de E, et puis Andrea a 3 versions. Andrea Kalf, c'est une Allemande, une Bavaroise, qui est la fille spirituelle de la plus célèbre des chamanes coréennes, Kim Ko-moa. Elle est la chamane européenne maintenant, c'est la seule. Le spectateur fabrique son récit à partir de fragments d'autres récits. Il va choisir. Il va choisir de rester là, de s'intéresser à tel moment de sa biographie, de contempler tel autre, d'y revenir, de repartir. Donc il y a une extraordinaire liberté du spectateur. Et l'idée, c'est que cette liberté s'ajoute à, évidemment, une perte de sens qui correspond aussi au chemin que moi je fais pour comprendre ou saisir Andrea. Il y a aussi toujours une part de quelque chose que je ne saisis pas et elle se traduit par le dispositif lui-même. Er hat einen schweren Autounfall gehabt und nach dem Unfall war halt einfach war ein Teil von seinem Leben. Ces images, elles ont un statut extraordinaire. Elles montrent des choses disparues. Et le premier plan que j'ai choisi, Norbert Weber explique aux Coréens que voilà, il y a 2 mondes, la Corée, mais il y a Rome, qui est aussi le centre du monde, et que voilà, dorénavant leur référence, ce sera plutôt celle-là. Ce cercle-là est, je crois, vraiment le point de départ formel de ce grand chemin que j'ai fait aussi entre Norbert Weber qui part de Bavière, Saint-Ottilion, qui est donc le lieu que Norbert Weber a dirigé à cette époque-là, est à 40-50 km de l'endroit où Andrea est née. Donc on part de Bavière avec un désir expansionniste et colonial, et on revient de la Corée avec une jeune Bavaroise transformée en chamane. Enfant, je me demandais toujours pourquoi dans les peintures d'Hubert Robert, les personnages étaient toujours petits dans la nature. Et je lutte toujours dans cette vision de l'homme perdu dans la nature ou avec la nature, ou en tout cas qui a une place à définir. Et le film ou la caméra permet de jouer beaucoup sur les rapports d'échelle, les rapports de présence entre les deux.